Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Plus d'informations là, maintenant, tout de suite. Est-ce que lors de tes navigations sur internet, tu t'es déjà senti observé? Peut-être que, tout comme le célèbre Ron Swanson, tu tiens à ce que ta vie privée reste privée? Dans ce cas, tu dois utiliser un VPN, ma gueule. Et quitte à utiliser un VPN, pourquoi ne pas prendre le meilleur NordVPN, sacré grand gagnant au VPN Awards de 2019? NordVPN, c'est un logiciel qui te permet de protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Ton adresse IP est masquée, tes données sont chiffrées, bref, tu es totalement en sécurité. Et c'est pas tout! Grâce à ses 5300 serveurs répartis dans près de 60 pays, NordVPN te permet d'accéder à des catalogues de streaming en ligne autrement inaccessibles en France, et ce avec un débit d'une extrême rapidité. Compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même avec les Smart TV, tu pourras l'utiliser sur jusqu'à 6 appareils en même temps, et ce avec un seul compte. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumFR sur le site de NordVPN, tu auras droit à moins 70% sur un abonnement de 3 ans, soit seulement 3,11€ par mois, plus un mois gratuit et une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Alors fonce, tu seras en sécurité et ce pour un prix défiant toute concurrence. Elle est pas belle la vie? Merci NordVPN. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et suite à une demande assez conséquente à base de commentaires YouTube, commentaires Facebook, messages privés, textos, appels téléphoniques et menaces de mort, j'ai décidé de vous parler de Predator. C'est parti. Nous sommes dans les années 80. Les 80s comme on dit dans le jargon. Le cinéma d'action hollywoodien bat son plein. Ses plus fidèles représentants, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Le premier est la tête d'affiche de deux franchises à succès, à savoir Rocky et Rambo, et le deuxième a cartonné avec Conan, Terminator et Commando. Du film subtil et délicat. C'est après avoir regardé le 4e épisode de la saga Rocky que les frères Jim et John Thomas se font une remarque. Et maintenant, il va affronter qui Rocky? Un extraterrestre? Hein? Chips? Les deux frères s'en amusent, puis tout d'un coup ils se disent qu'ils tiennent peut-être quelque chose. Je suis un génie! Les frères Thomas se lancent alors dans l'écriture de leur premier scénario, un script baptisé Hunter. Le pitch, deux chasseurs extraterrestres se rendent sur Terre pour chasser diverses proies. Mais le concept évolue. Les deux frères extraterrestres sont réduits à un chasseur solitaire et leur proie sera le gibier le plus dangereux de tous, l'homme, avec un grand O. Bon, pour moi un T-Rex c'est quand même vachement plus dangereux, mais qu'il en soit ainsi. Quel effet ça ferait d'être la proie d'un chasseur extraterrestre en plein safari? En quittant l'état de nature, nous avons pris l'habitude d'être en haut de la chaîne alimentaire. Nous sommes des chasseurs, pas des proies. Dans leur script, les frères Rousseau souhaitent inverser cette tendance. Une fois le scénario bouclé, les frangins vont toquer à la porte des studios, mais ils n'ont pas d'agent. Du coup c'est un peu compliqué et tout le monde dit non. Ils décident alors de tenter le tout pour le tout. Ils vont chez la Fox et ils glissent leur scénar sous une porte, littéralement. Par chance, c'était pas la porte du débarras, ça aurait été con, mais celle du bureau d'un certain Michael Levy, un exécutif qui décide de le lire. Convaincu, il en parle au nouveau grand patron de la Fox, Lawrence Gordon. Ancien collaborateur de Roger Corman, le roi des films de monstres à petit budget, Gordon ne cache pas son enthousiasme pour ce script. Un chasseur extraterrestre qui tue des gens, c'est totalement sa came. C'est donc ainsi que les frères Thomas parviennent à vendre leur script à l'un des plus gros studios hollywoodiens, et ce sans le moindre agent. Comme quoi, le culot, ça paye. Et savoir identifier les bonnes portes aussi, parce que si ça avait été à la porte du débarras, ça aurait pas été la même histoire, ça c'est moi qui vous le dis. Et donc, le script est confié à John Davis, ancien exécutif de la Fox qui décide de se lancer dans la production. En tant que producteur débutant, on lui associe l'expérimenté Joel Silver qui vient tout juste de produire Commando avec Arnold Schwarzenegger, un des gros succès de l'année 85. Silver accepte, mais il tient à ramener son pote Arnold sur le projet en lui confiant le rôle principal. Schwarzy accepte à son tour à condition de toucher un cachet de 3 millions de dollars. Et comme à la Fox ils sont de bonne humeur ce jour-là, ils disent oui sans trop faire de chichi. Et quand Arnold veut 3 millions, on lui donne 3 millions. Parce que bon, il est costaud le bonhomme. Une fois les producteurs et la star en place, il fallait se mettre en quête de celui qui allait mettre en scène le film. C'est alors que John Davis découvre Nomads, premier film d'un certain John McTiernan, et il tombe sous le charme. Il suggère alors ce jeune réalisateur inconnu à Silver et Schwarzy, qui valide, convaincu après le visionnage du film. McTiernan est donc contacté et accepte de prendre en charge le projet. Bienvenue à la fête, camarade! Mais il faut se bouger, on est en janvier 86 et le tournage de Hunter doit commencer en avril. Déjà, il faut assembler le reste du casting, principalement composé de gros bras suintant la testostérone. Carl Weathers, célèbre pour son rôle d'Apollo Creed dans la saga Rocky, est engagé, puis Bill Duke qui avait donné la réplique à Arnold dans Commando, puis Jesse Ventura. Alors Catcher, il avait également servi dans la Navy pendant la guerre du Vietnam. Il avait donc le physique et l'expérience pour le rôle d'un soldat dur à cuire. Ils sont ensuite rejoints par le scénariste Shane Black. Ayant apprécié son scénario de l'arme fatale, Davis lui confie un rôle en espérant lui faire des réécritures sur le script de Hunter. Mais il le fera pas. Thug Life. Le reste du casting se compose enfin de Sonny Landham, Richard Chaves, également vétéran du Vietnam, et Alpidia Carrillo. Ceci fait, il faut s'occuper du Hunter dont le design est confié au studio d'effets spéciaux Buzz Films pour un résultat pas extraordinaire, mais on y reviendra. Juste avant le tournage, la troupe de comédiens subit un entraînement militaire où ils apprennent notamment comment se déplacer dans la jungle et communiquer tels de vrais soldats. Et donc, avec un budget estimé à 15 millions de dollars, le tournage démarre enfin le 14 avril 1986. L'équipe installe donc ses caméras au Mexique, dans la jungle de Puerto Vallarta, et à peine démarré, le tournage est déjà endeuillé par la mort de 2 techniciens dans le crash du vol Mexicana 940. Le film leur sera dédié. Et le tournage ne sera qu'un enchaînement de galères. De très grosses galères.
Déjà, un tournage en pleine jungle, c'est rarement l'éclate. Mais là, c'est pire que ça, et c'est un véritable défi logistique qui attend McTiernan et son équipe. Pour commencer, le terrain est quasi impraticable. En moyenne, on est sur un sol à 45 degrés d'inclinaison, donc pas l'idéal quand on doit tramaler une machinerie complexe du genre caméra, rail de travelling, etc., le tout avec une équipe composée d'une centaine de personnes. En plus de ça, la température atteint généralement les 34 degrés Celsius, et la chaleur étouffante rend donc les conditions encore plus pénibles. Sans compter les serpents, les araignées, les scorpions, les fourmis géantes, les sangsues, les vélociraptors. Welcome to the jungle. Sans oublier les acteurs eux-mêmes. Globalement, ça se passe plutôt bien malgré quelques batailles d'ego bon enfant. Des batailles d'altères, ce genre de choses. Mais concernant Sonny Landham, c'est un peu plus compliqué. Le bonhomme est en effet connu pour avoir un tempérament légèrement impulsif, et c'est un euphémisme. Du coup, on lui attribue un garde du corps. Pas pour le protéger, mais pour protéger l'équipe de ses accès de colère. Ah oui! Et les galères s'enchaînent. Un jour, John McTiernan se brise le poignet en tombant d'un arbre, puis les arbres commencent à perdre leurs feuilles pendant le tournage, qui oblige l'équipe à placer de fausses feuilles dans les arbres pour rendre leur végétation plus dense, et la cerise sur le gâteau, la tourista qui frappe la quasi-intégralité de l'équipe pour cause d'eau non potable dans leur hôtel mexicain. Bref, le tournage tient plus du stage de survie qu'autre chose, mais le pire est à venir. En effet, au bout de quelques semaines, il est enfin temps de tourner les plans du Hunter. Et c'est à ce moment-là qu'il constate l'étendue des dégâts. Ainsi, face au costume ridicule et absolument pas convaincant fourni par Boss Films que Schwarzenegger décrit comme un costume de lézard avec une tête de canard, McTiernan et son équipe se rendent compte qu'ils sont dans la merde. Qu'importe, il faut avancer et tourner les plans du monstre. À l'intérieur du costume, un jeune Jean-Claude Van Damme qui se demande ce qu'il fout là. Il s'imaginait percer à Hollywood et il se retrouve attaché à une poulie, perché sur des échasses en pleine jungle. Pas le meilleur moyen de devenir une star. Si Schwarzenegger ne loupe pas une occasion de critiquer le comportement de Van Damme sur le tournage, estimant qu'il ne faisait pas grand chose d'autre que se plaindre, c'est pourtant difficile de lui donner tort. En effet, un jour, J.C. Vedder refuse d'exécuter une cascade, estimant que celle-ci est trop dangereuse à faire avec un tel costume. Un autre cascadeur est alors appelé à la rescousse, et ça ne loupe pas, le cascadeur se brise une jambe. Bien vu, JC. Et donc, après avoir mis en boîte une poignée de plans qui permettent de réaliser à quel point la créature n'est pas crédible, une décision lourde de conséquences est prise d'un commun accord entre McTiernan et le producteur Joel Silver, celle de suspendre le tournage le temps de trouver une solution. Mais que faire? Réécrire la fin du film en supprimant purement et simplement la créature, faisant ainsi du long métrage un film d'action classique qui se fondra dans le paysage? C'est bien la solution envisagée à ce moment-là. Cependant, c'est hors de question pour Schwarzy, qui convainc Joel Silver d'aller voir Stan Winston. Spécialiste de maquillage et créateur de monstres à 16 heures, Winston est un ami proche de Schwarzenegger. C'est en effet lui qui a donné vie au Terminator dans le film de James Cameron. Winston est donc chargé de redesigner le Hunter en partant de zéro, et il dispose de seulement 6 semaines pour le faire. C'est grâce au légendaire James Cameron que Stan Winston aurait conçu le design final de la tête du monstre. En effet, pendant un vol, Cameron aurait fait part à Winston de son idée d'un extraterrestre avec des mandibules. Du coup, Winston a honteusement volé l'idée. Le nouveau design est donc validé parce qu'il pète la classe, et après plusieurs mois d'arrêt, le tournage reprend enfin en novembre 86 avec un nouveau titre, Predator. Ce qui lui fait gagner en badassitude. L'équipe fait donc son retour au Mexique, mais cette fois-ci à Palenque, sur un terrain encore plus difficile d'accès que Puerto Vallarta. Grosse marade ce tournage. Cette fois-ci, c'est le géant Kevin Peter Hall, de 1m10, qui enfilera le costume du Predator. Habitué des costumes de monstres, c'est en effet lui qui incarna le Bigfoot du film éponyme, et il était prêt à donner de sa personne dans le rôle du chasseur extraterrestre. Et heureusement qu'il était motivé le Kevin, parce que c'était un sacré défi de jouer la comédie dans ce costume. Déjà, ce dernier est très lourd, ce qui facilite pas franchement ses déplacements. Mais en plus de ça, étant donné qu'il lui était impossible de voir à travers le masque, l'acteur devait donc retenir le moindre détail des décors dans lesquels il apparaissait, et jouer en aveugle. Au sens propre. McTiernan offrira d'ailleurs à l'acteur un petit rôle pour que son visage soit visible au moins une fois dans le film. La fin de Predator est donc tournée dans la douleur, mais avec un monstre crédible, ce qui est un sacré avancement. Le tournage enfin terminé, McTiernan peut achever le montage du film, sur lequel il avait commencé à travailler pendant la pause forcée. Concernant la musique, Joel Silver souhaite la confier à Michael Kamen, mais c'est finalement Alan Silvestri qui hérite du projet, McTiernan étant très fan de son travail sur la BO culte de Retour vers le futur. Et donc, Predator sort finalement le 12 juin 87 aux États-Unis, et c'est un grand succès malgré une majorité de critiques négatives. Le public est conquis, et pour son budget de 15 millions de dollars, il en rapporte près de 100 à travers le monde. Comme quoi ça valait le coup de galérer. Predator démarre au Guatemala alors qu'une équipe des forces spéciales américaines menée par Dutch est envoyée en mission en pleine jungle. Le but, secourir un ministre retenu en otage par la guérilla locale. Arrivé sur place, l'équipe de Gros Bras fait un massacre au QG des guérilleros, mais ils se rendent vite compte que quelque chose cloche dans cette jungle. Là, dans les arbres, une présence invisible semble les observer. En réalité, cette présence les a pris en chasse et elle compte bien les tuer tous un par un. Oh my freaking god! Encore aujourd'hui, Predator est considéré comme un classique du cinéma d'action SF, et c'est assez impressionnant de constater à quel point le métrage a résisté à l'épreuve du temps. C'est le genre de film qui fait toujours son petit effet, et ce pour pas mal de raisons différentes. La principale, c'est bien évidemment la qualité de sa mise en scène. Et ça, on le doit au talent de son réalisateur John McTiernan. Lui qui signait alors son deuxième long métrage a fait montre d'une maîtrise totale, et ce qui aurait pu n'être qu'un film d'action de plus parmi la longue liste de films d'action de cette période est devenu autre chose entre ses mains. Quelque chose de moins spectaculaire, moins ouvertement débile, bref, quelque chose de plus subtil. Et pourtant, de base, Predator semble emprunter la même voie que ses films. En effet, tous les clichés du genre sont là. Une bande de gros bras stéréotypés, check. Des punchlines à tout va, check. Stick around. Des fusillades, check. Des explosions au ralenti,
Check. Bref, pendant une demi-heure, on est en terrain connu, et c'est pas franchement l'originalité qui caractérise tout ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'attaque du QG n'a pas été filmée par McTiernan, mais par un réalisateur de seconde équipe, et McT n'est pas du tout fan du résultat. Mais une fois passés tous ces passages obligés, les règles du jeu vont changer petit à petit. Et c'est en ça que je trouve le film intelligent. Vous pensez aller voir un film d'action classique, normal, il y a Schwarzenegger sur l'affiche, ça démarre comme un film d'action classique, mais ça finit par suivre une autre voie. Le film vous offre ce pourquoi vous êtes venu, juste avant de changer de direction sans crier gare. Non, ce n'est pas un film d'action classique. Et donc, après la première demi-heure, c'est le suspense qui prend la priorité sur le reste. Et le tout est saupoudré d'un soupçon d'horreur pour un cocktail des plus efficaces. McTiernan donne donc tout ce qu'il a pour instaurer cette tension qui caractérise le film, notamment en jouant avec son décor de jungle à la végétation dense, dans laquelle n'importe quoi pourrait se cacher. Et les plans en vision subjective du Predator ne font que renforcer cette paranoïa. Il y a quelque chose dans cette jungle, quelque chose qui les suit, mais on ne sait pas quoi. Ouh, ça fait peur. Et c'est là qu'on comprend l'intelligence de la structure du film. Après avoir établi ces personnages comme des durs à cuire invincibles, capables de faire face à tout un régiment de guerrieros quasiment sans le moindre mal, on va les voir se faire tuer un par une force qui les dépasse. Ainsi, la menace à laquelle les personnages font face s'impose immédiatement comme la menace ultime, car elle semble bien plus forte, plus intelligente et plus expérimentée. Un procédé narratif assez malin. La maîtrise de McTiernan est donc indiscutable, et le film regorge de scènes cultes où l'on est accroché à son siège, incapable de prédire comment les événements vont tourner. L'imprévisibilité est la base de tout film à suspense, et McT ne manque pas une occasion de nous le rappeler, profitant au maximum de l'invisibilité de sa créature vedette, une véritable aubaine, qui devient également vecteur de paranoïa au sein du film. Ça m'amène d'ailleurs à évoquer la créature elle-même, le Predator. Ugly motherfucker. Bon, déjà son design est une tuerie. Stan Winston et son équipe ont fait un boulot de dingue et on leur doit aussi une grande partie de la réussite du film. Si le design précédent avait été conservé, il y a de très grandes chances que Predator soit aujourd'hui un film oublié et une vraie casserole dans la carrière de Schwarzenegger et McTiernan. Heureusement, ça n'a pas été le cas et avec son masque, ses griffes, son canon monté sur l'épaule et ses dreadlocks, le Predator s'est immédiatement imposé dans l'imaginaire collectif, devenant une des plus grandes figures de la SF aux côtés d'elle. Et la cerise sur le gâteau, c'est la prestation de Kevin Peter Hall, qui aura su insuffler une personnalité et une vraie gestuelle à la créature plutôt que de la jouer comme un monstre lambda. Au final, c'est certes un monstre, mais c'est surtout un personnage, et c'est ça qui est intéressant. Ça n'aurait d'ailleurs très probablement pas été le cas avec le lézard canard du précédent design. Et puis bon, un lézard canard c'est quand même beaucoup moins badass. Sans oublier l'apport inestimable de l'acteur Peter Cullen, engagé pour faire la voix du Predator et qui sut lui trouver ce son si caractéristique. Le Predator est donc une réussite totale, qui n'a lui non plus pas pris une ride. Et c'est assez dingue parce qu'au final, on le voit quasi jamais. Le mystère reste entier pendant une grande partie du film, mais le peu de temps de présence qu'il a à l'écran aura suffi, et ce grâce à un combo gagnant, une fusion de talents, le design de Stan Winston, la performance de Kevin Peter Hall et la mise en scène de John McTiernan. Tout ça en aura fait un monstre véritablement iconique qui n'aura pas volé sa nomination à l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Concernant le casting, bon, c'est pas forcément le genre de film où on peut s'attendre à de grosses performances d'acteurs, mais ils sont crédibles dans leur rôle, et c'est déjà très bien. Ceci dit, encore heureux, c'est pas non plus des rôles de composition. Chose assez étonnante, 3 futurs politiciens américains se cachent parmi les membres du commando. Schwarzenegger, 38e gouverneur de Californie, Jesse Ventura, 38e gouverneur du Minnesota, et Sonny Landham qui fit campagne pour devenir gouverneur du Kentucky en 2003. À croire que c'est un pari qui est allé trop loin. Comme je le disais plus tôt, de toute façon, leur côté caricatural est au service du film et de l'intention de McTiernan de décomposer les codes du cinéma d'action classique, donc à ce niveau-là, les acteurs font du très bon boulot. Merci, bande de clichés ambulants. Et puis bon, il faut reconnaître qu'eux aussi sont entrés dans l'imaginaire collectif, encore une fois grâce au travail de McTiernan, qui s'est tout autant attaché à iconiser ses personnages que sa créature. Au sommet de la montagne, c'est bien sûr Schwarzenegger lui-même, qui ne manque d'ailleurs pas une occasion de mettre ses biceps en avant. Mais le traitement de son personnage est justement un des aspects intéressants du film. En effet, s'il est admis que le Predator du titre est bien la créature extraterrestre, il pourrait tout aussi bien s'appliquer au personnage de Dutch. Voyons ensemble pourquoi. Déjà, comme je viens de le dire, Dutch est celui qui est le plus mis en avant parmi toute la galerie de personnages. Forcément, me direz-vous, c'est lui le héros du film. Certes, mais arrêtez de parler. Sa stature imposante, ses exploits physiques lors de l'attaque du QG, sa façon de gérer les problèmes de façon logique, tout est réuni pour en faire une vraie force de la nature. Dutch, c'est l'homme avec un grand H. Voilà, donc retenez déjà ça. Le sujet du film maintenant, c'est le retour de l'homme à l'état de nature. Dans Predator, une escouade de soldats surentraînés et surarmés semble faire pâle figure face à un ennemi bien mieux organisé et plus puissant. Et au fur et à mesure de leur avancée à travers la jungle, au fur et à mesure qu'ils meurent les uns à la suite des autres, ils se trouvent dépossédés de tout ce qui les rend civilisés. Armes, technologie, jusqu'à leurs vêtements. Ces soldats, qu'on nous a présentés comme étant les meilleurs et que l'on tend donc à considérer comme supérieurs au reste de l'humanité, sont justement ramenés à un état primitif. Ce sont des proies, et le chasseur se donne pour mission de les dépecer, au sens propre comme au figuré. Mais comment procède-t-il exactement ? Déjà, il profite de son invisibilité pour les observer et prendre le temps de voir sans être vu. Ceci lui donne un avantage considérable car ainsi ses proies ne soupçonnent même pas sa présence, à l'exception de Billy qui semble avoir une sorte de sixième sens.
Ensuite, on pourra noter qu'il se déplace d'arbre en arbre. Il domine donc littéralement les personnages, prenant l'ascendant sur eux dans tous les sens du terme. L'un des moments forts du film, et riche en signification, c'est lorsque les soldats, persuadés d'avoir le Predator à portée de tir, vident leur chargeur face à eux, créant un véritable chaos dans la jungle, mais ne touchant rien d'autre que la végétation. Le message est clair, vos armes et votre technologie ne peuvent rien pour vous. On pourrait même pousser le symbolisme en disant qu'à travers cette scène, les hommes semblent combattre la nature elle-même, ce qui est bien évidemment un combat perdu d'avance. Dans tous les cas, ils sont perdants les mecs. Et Dutch alors? Dernier survivant de son équipe, il finit donc par se retrouver seul et sans armes à disposition. Mais curieusement, c'est à partir de ce moment-là que les rapports de force entre lui et l'extraterrestre vont s'inverser petit à petit à coups de jeu de miroir. Pour commencer, grâce à la boue, il devient indétectable à la vision thermique du Predator. Ainsi, Dutch se rend compte qu'il peut se camoufler, tout comme son ennemi. Yeah! Ensuite, Dutch prépare des pièges et attire le monstre pour espérer en finir une bonne fois pour toutes. Mais avant ce combat, il se recouvre de boue et se déplace d'arbre en arbre, d'où il pourra observer son adversaire sans être vu par ce dernier. Enfin, le coup fatal. Grâce à une flèche explosive, il prive à son tour son ennemi de sa technologie, qui se trouve désormais incapable de se camoufler. Et c'est ainsi que Dutch retourne la situation à son avantage. Désormais, il est invisible, il utilise des arbres, bref, il prend l'ascendant sur son ennemi, devenant lui-même un Predator. Et dans ce climax magistral, quasi muet et mené de main de maître par McTiernan, le personnage opère un retour à ses instincts primaires, un retour à la préhistoire. Il ne fait plus qu'un avec la nature, et le combat final se fera mano à mano, les deux Predators étant désormais sur un pied d'égalité. Plus ou moins. Ouais, niveau force physique, bon, l'extraterrestre est un poil plus puissant. En tout cas, le film est très cool. Et même si j'utiliserai pas le terme de chef-d'œuvre pour parler de Predator, ça reste un film culte qu'on prend plaisir à voir et à revoir. C'est la naissance d'un monstre de cinéma qui n'aura malheureusement jamais eu droit à une suite à la hauteur de ce film original, mais qui aura malgré tout su imposer son aura sur plusieurs générations de cinéphiles. C'est aussi le film qui aura lancé la carrière de John McTiernan, très grand réalisateur qui enfoncera le clou avec le cultissime Die Hard un an plus tard. Sans oublier la BO d'Alan Silvestri, purement mythique et indissociable de la saga. Bref, Predator c'est vachement bien, et si vous ne l'avez pas vu, je ne saurais que trop vous encourager à rattraper ça dès que possible. De rien. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de me soutenir sur Tipeee si l'envie vous prend, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!